Je suis Danon Eric, je suis coordinateur général de la solidarité panafricaniste Côte d'Ivoire, SOPACI, qui est une organisation regroupant des organisations et associations panafricanistes. Et donc, depuis le 17 juin 2025, nous avons adhéré officiellement à un mouvement panafricaniste des réparations au niveau continental qui nous permet de dégainer un chapelet d'action en rapport avec l'éveil sur les conséquences de la colonisation en Afrique. Et donc, nous avons estimé il est grand temps que nous sortons des tiroirs tous les désastres, tout le mal, tous les maux que la colonisation a fait endurer à nos ancêtres, à nos aïeux. Et donc, par conséquent, s'il y a eu massacre, s'il y a eu destruction des peuples africains, il fallait que ceux qui sont auteurs de ces crimes-là acceptent de réparer ce tort qu'ils ont causé aux Africains. Traite négrière et colonisation en Afrique. Des panafricanistes réclament des réparations. Le jeudi 7 août 2025, alors que la Côte d'Ivoire célébrait le 65e anniversaire de son indépendance, une coalition d'organisations panafricanistes a lancé un appel vibrant pour des réparations liées aux ravages de la traite négrière et de la colonisation. À l'initiative du mouvement Solidarité panafricaniste Côte d'Ivoire, cet événement, organisé à Cocody Riviera Golf, a rassemblé des militants et des universitaires autour d'une cause commune, obtenir justice pour les crimes contre l'humanité, les pillages et les destructions subies par l'Afrique. Réparation pour l'Afrique, un appel retentissant pour la justice. Sous le thème colonisation, justice pour les Africains et les personnes d'ascendance africaine, plusieurs conférences ont rythmé la journée. Aka Kosugro, responsable d'urgence panafricaniste Côte d'Ivoire, a été le conférencier principal. Il a été rejoint par de nombreux autres intervenants, dont Danon Eric, Alan Konandi Tinguefouet, Maître Ewi Benoît et Djiria Herman. Tous ont mis en avant la nécessité d'un mécanisme de réparation pour compenser les conséquences du colonialisme. Cet appel s'inscrit dans une continuité historique, rappelant des événements clés comme la première conférence panafricaine sur les réparations à Abuja en 1993, la déclaration de Durban en 2001, la conférence d'Accra en 2023 et la décision de l'Union africaine de faire de 2025 l'année des réparations. Une feuille de route pour la justice. Aka Kosugro a souligné l'objectif principal du mouvement panafricain pour les réparations, la justice et la restauration de la mémoire historique. À savoir, unifier les efforts pour obtenir une juste compensation de la part des pays colonisateurs. Notre mouvement exige la reconnaissance des pertes irréparables subies par l'Afrique et la mise en lumière des occasions de développement manquées, a fait savoir Aka Kosugro. Sur le même registre, les orateurs ont unanimement appelé à l'établissement d'un mécanisme de réparation basé sur l'évaluation des dommages causés. Ils ont, à cet effet, listé plusieurs critères pour cette évaluation, incluant, entre autres faits, les pertes humaines liées à la traite des esclaves et au massacre, les expropriations de terres, de biens et d'œuvres d'art, le pillage des ressources naturelles et l'exploitation d'une main-d'œuvre non rémunérée, les entraves au développement économique et l'imposition de valeurs étrangères et les préjudices moraux et le manque à gagner pour les populations africaines. Afin de concrétiser cette démarche, le mouvement propose la création d'une commission au sein de l'Union africaine chargée d'évaluer les montants dus. Parallèlement, une cour africaine des réparations serait établie pour juger ces affaires, garantir des jugements justes et contraindre les États refusant de s'y conformer. Pour financer ces réparations, plusieurs mécanismes sont envisagés. À savoir, la création d'un fonds spécial alimenté par les pays responsables, l'annulation des dettes des pays africains et l'instauration d'une taxe africaine sur les entreprises des pays condamnés. Un avenir d'espoir et de pardon. Le mouvement a également lancé un appel aux individus, entreprises et États pour qu'ils reconnaissent leurs responsabilités et concluent des accords amiables. Il s'adresse aussi à tous les Africains et Afro-descendants, les invitant à rejoindre le mouvement et à engager des actions juridiques si l'Union africaine ne parvenait pas à jouer son rôle. Grâce à la justice par les réparations pour les siècles de colonialisme, notre Afrique s'épanouira. Nous construirons une Afrique nouvelle, où nous pourrons pardonner humainement à nos bourreaux, faire confiance aux autres nations, et devenir une terre d'espoir pour des millions de personnes à travers le monde, a conclu Aka Kosugro sur cette note d'espoir. Ajoutant que cette initiative vise à bâtir une Afrique prospère, dotée d'infrastructures modernes, d'une industrie florissante et de systèmes de santé de pointe. Pour nous, le panafricanisme, il y a plusieurs définitions. Mais la définition la plus simpliste que nous pouvons donner,
c'est que le panafricanisme, c'est l'unité des diverses formes d'africanité dans le but de parvenir à une collective souveraineté. Donc nous avons un objectif en tant qu'Africains, en tant que panafricains. C'est que l'Afrique, qui est notre terre mère, l'Afrique qui est notre continent, devienne libre. Et nous ne pouvons pas parler de liberté sans parler d'unité. Parce que toutes les grandes nations qui, un temps soit peu, ont été sous le joug de l'esclavage et de la colonisation, ont dû à un moment donné de leur histoire s'unir pour arriver à mettre un terme à la domination. Donc nous, en tant que panafricanistes, quelles que soient nos divergences idéologiques, quelles que soient nos divergences spirituelles ou religieuses, nous devons avoir dans le viseur un seul objectif, l'objectif de la libération du continent. Et cette libération ne peut se faire que par l'unité des fils et filles du continent africain, où qu'ils soient. Je vais me faire fort de prendre deux illustrations pour présenter l'origine du panafricanisme. Le premier fait marquant, nous sommes au XVIIe siècle, précisément en 1605, au Brésil, et nous avons la naissance du premier État noir d'Afrique et du monde plutôt, qui est le Quilombo dos Palmares. C'est le premier État noir de toute l'histoire de l'humanité. Pourquoi le premier État noir du monde, pour être plus précis. Donc, nous découvrons là la première manifestation du panafricanisme. Et donc, nos parents arrivés dans les Amériques n'ont pas voulu rester toujours dans les chaînes. Parce que certains ont prétendu que les Africains aimaient la colonisation, c'est faux. Les Africains ont toujours vécu, nos ancêtres ont toujours vécu comme des hommes libres. Et ils ont payé le prix de leur liberté par leur sang, par leur sueur. Et donc nous, descendants de ces ancêtres-là, nous n'allons pas déroger à la règle. Nous n'allons pas nous soumettre à une quelconque puissance occidentale. Nous n'allons jamais nous soumettre à ceux-là qui ont décidé de collaborer avec l'Occident ou d'être sous tutelle des décisions prises par l'Occident. Nous sommes nés libres et nous allons mourir libres. Et donc à cette époque-là, nos parents avaient établi comme base d'abord une langue qui était le Kibundu, des institutions, et plus tard leur religion ou leur spiritualité qu'on appelait le Kigunza. Donc c'est sur cette base de la spiritualité appelée le Kigunza que nos parents se sont réunis pour puiser la force pour résister. Parce que quand on est affligé, quand on est découragé et quand on n'a plus de force, il n'y a que la spiritualité qui peut nous faire revivre. Il n'y a que la spiritualité qui peut nous redonner espoir. C'est pour ça que tous les peuples au monde sont adossés à la spiritualité, sauf les Africains. C'est malheureux de le dire, mais c'est ce qui est le cas. C'est pour ça que l'Afrique peine à se détacher, ou c'est pour ça que l'Afrique peine à se décoloniser. La Chine a adossé à sa spiritualité. L'Europe est adossée à sa spiritualité. Il n'y a que les Africains qui fièrement abordent la spiritualité de leur, disons, de leur bourreau. Et c'est dommage. Mais je ne vais pas m'attarder là-dessus. Et donc, il y avait un leader à cette époque-là qui s'appelait Kanga Zumba. C'était un prêtre et un chef guerrier. Parce qu'on ne peut pas être spirituel sans être guerrier.
c'est pas possible. Quand tu es un être spirituel, tu dois être un homme politique, tu dois pouvoir quitter la vie de la nation. Mais on ne fait pas la spiritualité, on ne se prétend pas être chef spirituel et rester chez lui à la maison. Ça, c'est pas de la spiritualité que tu fais. Ça, tu es en train de te blaguer toi-même. Et donc, l'état de Quilombo dos Palmares, qui a duré quasiment un siècle, a vu la naissance d'un grand panafricaniste dont on parle très peu, qui est le frère Zumbi de Palmares, l'ancêtre Zumbi de Palmares. Après, vous pouvez aller faire des recherches, qui est né libre dans cet état-là et qui a continué le combat. Il est né en 1655 et il n'a pas voulu, à sa naissance, que son état soit sous tutelle des explorateurs portugais et hollandais. Donc il a continué à se battre, comme ses ancêtres l'ont fait, comme ses parents l'ont fait. Assassinat que malheureusement, en 1694, l'état de Quilombo dos Palmares va tomber sous tutelle des colons. Ça, c'était le premier aspect. Le deuxième point, c'est Haïti, que vous connaissez tous. Mais le nom d'Haïti, à l'époque, c'était Saint-Domingue. Je sais qu'il y a plein de personnes qui ont entendu parler de Saint-Domingue. C'était l'ancien nom de Haïti. Le nom colonial de Haïti, c'était Saint-Domingue. Et qu'est-ce qui s'est passé à Saint-Domingue, en Haïti? Dans la nuit du 13 au 14 août 1791, nos ancêtres encore toujours déportés en Haïti, à Saint-Domingue, qui était une colonie française, vont refuser l'esclavage à nouveau. Nos parents vont refuser l'esclavage. Nos parents vont refuser la soumission. Donc nous devons comprendre par là que nous, en tant qu'Africains, nous sommes des descendants des personnes insoumises. On ne sait pas où la soumission est qui peut venir gagner le cœur des Africains. Et aujourd'hui, d'autres se réjouissent d'être soumis à l'Occident. Ça, ce ne sont pas les dignes descendants de nos ancêtres. Parce qu'un Africain, en tant que fils aîné de l'humanité, en tant qu'aîné d'une famille, tu ne peux pas te soumettre à tes petits frères. Ce n'est pas possible. Mais malheureusement, nous assistons à cette soumission maladive qui commence d'abord par ceux qui sont censés donner la direction de la souveraineté et de l'autodétermination. Malheureusement, les plus grands soumis sur le continent africain sont nos autorités politiques. Et c'est dommage. C'est dommage, soumises aux injonctions de l'Élysée, aux injonctions de Washington ou de Londres, l'Afrique aura du mal à se décoloniser. Et donc, à cette époque-là, nos ancêtres esclavagisés vont se rassembler dans une localité appelée Lembe, qui existe aujourd'hui. C'est une petite localité du Cameroun. Et il y aura une cérémonie qui va se tenir, la cérémonie du roi Caïmo. Vous avez entendu parler de cette cérémonie. Les gens ont fait allusion ou ont donné le qualificatif de cérémonie à cette conférence, parce qu'en réalité, c'était un pré-congrès panafricain. Mais comme on aime toujours qualifier les Africains de personnes festives, donc on a parlé de cérémonie du bois Caïmo. C'était un pré-congrès panafricain dont la préparation avait duré 5 ans. Il a fallu 5 années pour qu'on arrive à la cérémonie du bois Caïmo. Et cette cérémonie-là marquait le début d'une révolte contre l'armée coloniale, l'armée esclavagiste française. Et après cette cérémonie, il y a une dame, une mère, qui sera au devant de cette lutte, qui se nomme Cécile Fatima. Née Cécile Fatima. Elle est l'un de nos ancêtres du type Boukman.
vont guider cette révolution-là jusqu'à ce que Haïti soit libéré. Et cette bataille va durer 13 ans, 13 années pour qu'on parvienne à la libération d'Haïti. Quilombo dos Palmares, pendant 90 ans, n'est pas tombé sous le joug de la domination. Haïti a mené la bataille aussi pendant 13 ans pour sortir des griffes de l'esclavagisme, si je peux m'exprimer ainsi. Et à cette époque-là, nos parents n'avaient pas assez de moyens militaires, ils n'avaient pas assez d'armes, ils n'avaient pas fait des écoles de guerre, ils n'étaient pas formés dans les plus grandes écoles militaires au monde. Mais nos parents avaient cette volonté-là de vouloir sortir de cette tutelle, de vouloir quitter le joug de la domination française. Et la spiritualité qui a prévalu à cette époque, parce que la Saint-Denis, il y a eu aussi l'aspect spirituel. Nos parents ont réussi à se libérer. Et c'était contre l'armée de Napoléon Bonaparte, qui à l'époque était la plus grande armée au monde. Cette armée-là, qui avait incendié Moscou, pour ceux qui se rappellent, en 1812, et qui avait mené la campagne d'expédition en Égypte de 1798 à 1801. Et donc la République d'Haïti deviendra le 1er janvier 1804 la première république à majorité noire des temps contemporains et le deuxième État indépendant d'Amérique après les États-Unis. La devise d'Haïti, l'union fait la force, que nous connaissons tous. L'union fait la force. Au-delà de nos divergences, comme je le disais tantôt, nous devons avoir un seul objectif. Ne jamais nous soumettre au néocolonialisme. Ne jamais nous soumettre à l'impérialisme. En tant qu'Africains, nous devons vivre, nous devons respirer, nous devons marcher libres. Voici le but du panafricanisme. Ça, c'était le premier volet que je voulais évoquer. Je vous remercie. La colonisation. Qu'est-ce que la colonisation? Certaines personnes ont eu de façon indécente à trouver des points positifs à la colonisation. Mais nous allons tenter de déconstruire ces argumentaires-là qui ont été promus par les chants du colonialisme, par les apôtres du colonialisme. Aimé Césaire, qui est l'un des plus grands penseurs africains, disait de la colonisation ceci. La colonisation dans son essence est un système fondé sur la violence, sur la domination, motivé par les intérêts économiques et le désir d'expansion du capitalisme européen. Voici ce que Aimé Césaire disait du colonialisme. Le colonialisme est la continuité de l'esclavage, pour ceux qui ne le savent pas. L'esclavage a débuté à partir de la fin du 15e siècle, 16e siècle. Et après l'esclavage, les Occidentaux ont dit, bon, on a fini d'esclavagiser les Africains et d'autres peuples. Et n'oublions pas qu'il y a eu des Européens aussi qui ont été esclavagisés par leurs propres frères, les populations qu'on appelle les Slaves, qui sont les populations de l'Europe de l'Est. Il y a eu aussi les Irlandais, qui ont été les premiers esclaves dans les Caraïbes. Ça aussi, vous pouvez vous renseigner. Qui ont été les premiers à être esclavagisés dans les Caraïbes, notamment dans la Guadeloupe.
Et donc les Africains n'ont pas été les seuls à être esclavagisés. Mais le problème avec les Africains, c'est que on n'apprend pas notre histoire. On ne nous enseigne pas notre histoire dans nos établissements. C'est ça le problème. La colonisation. Les Chinois ont subi la colonisation japonaise. Je ne sais pas si certaines personnes le savent. Mais les Chinois n'ont pas attendu que les Japonais viennent leur enseigner leur histoire. Quelqu'un qui t'a colonisé, tu attends qu'il vienne te dire que lui t'a colonisé. Les Indiens qui ont été colonisés par les Pakistanais n'ont pas attendu que les Pakistanais viennent leur enseigner leur histoire. Ils ont introduit, inséré leur histoire dans leur manuel d'études pédagogiques. De telle sorte que cette mémoire, cette conscience dont les frères parlaient tout à l'heure, soit l'une des démarches sur lesquelles leurs enfants et leurs petits-enfants s'appuient pour vivre dans le monde de demain. Parce qu'on ne peut pas vivre sans histoire, ce n'est pas possible. Nous ne sommes pas des animaux. Mais nous, en tant qu'êtres humains, nous devons avoir une conscience. C'est ce qui nous différencie des animaux. Mais on ne peut pas marcher sans histoire. On nous dit que les Français nous ont colonisés. Et on pense que les Français sont nos amis. Mais c'est impossible. Quelqu'un qui t'a colonisé ne peut pas être ton ami. Demandez aux Chinois si les Japonais sont les amis, ils vont vous dire. Parce que c'est inimaginable que quelqu'un qui t'ait exterminé, qui ait tué tes parents, qui t'ait contraint à faire du travail forcé, à te maintenir, quelqu'un qui t'a maintenu dans la famille, jusqu'à y avoir des morts parce qu'il n'y avait pas à manger. Et vous pensez que du jour au lendemain, celui-là peut être votre ami? Il n'y a que les Africains pour penser comme ça. Aujourd'hui, pourquoi les Juifs, quand on parle de la Shoah, ils sont révoltés contre les nazis et autres? Mais c'est ça, c'est cette conscience-là qu'il faut aux Africains. On ne demande pas d'être agressif vis-à-vis des Français, vis-à-vis de ceux qui nous ont esclavagisés. Mais n'oublions pas que celui qui est en face de nous là, ce n'est pas quelqu'un de bonne foi, ce n'est pas quelqu'un de bonne moralité. Parce que s'il a pu faire ça à mes parents, qui suis-je moi pour qui m'épargne? Et on le voit aujourd'hui. Donc pour poursuivre, je vais aller dans le vif du sujet. Je vais énumérer trois points. Le premier point fera allusion au facteur de l'impérialisme colonial. Le deuxième point va traiter de la conquête coloniale. Et le troisième point fera l'état du bilan de la conquête et des résistances. L'impérialisme, comme je le disais tantôt, dont l'expansion coloniale du dernier quart du XIXe siècle est une manifestation. Donc, la colonisation, c'est une manifestation de l'impérialisme. Il n'y a pas de dissociation à faire. La colonisation, c'est l'impérialisme, c'est la domination. Et donc, ces facteurs-là, qui révèlent les formes nationales qui, par-delà les traits communs, définissent les caractères spécifiques de chaque pays colonisateur. Donc, il y aura plusieurs facteurs. Le facteur économique, qui est l'un des facteurs les plus importants. Parce qu'il ne faudrait pas que les gens nous trompent. Ce n'est pas parce que les Africains ne savaient pas se soigner. Ce n'est pas parce que les Africains ne savaient pas lire. Ce n'est pas parce que les Africains ne savaient pas écrire. Ce n'est pas parce que les Africains n'avaient pas un Dieu que les gens sont venus nous coloniser. C'est faux. Ça, c'est un mensonge. C'est l'un des plus gros mensonges de l'histoire de l'humanité. La véritable raison pour laquelle les gens sont venus nous coloniser, les gens voulaient piller nos richesses. Et c'est ce qui continue, c'est tout. C'est la seule cause de la colonisation qui puisse tenir. Et comme nos parents ne voulaient pas se laisser faire, donc les gens étaient obligés d'aller à la confrontation. C'est comme ça qu'il y a eu des massacres, c'est comme ça qu'il y a eu des restructurations au niveau des systèmes administratifs que nos parents utilisaient pour gérer nos cités, pour gérer nos villages et autres.
Donc, l'impérialisme est à la fois un produit et une conséquence du grand développement économique de l'Europe. C'est-à-dire les gens veulent se développer, ils n'ont pas les matières premières et ils disent bon, il y a un continent qui regorge des ressources naturelles pour que nous, on pas soumettre ce continent-là, piller ses richesses pour venir nous développer. Ce sont les richesses de l'Afrique qui ont développé et l'Europe et qui continuent de développer l'Occident. Pour un pays comme la France, qui n'a rien dans son sous-sol, mais qui a, je ne sais pas combien de stocks d'or dans sa compte, mais si ce n'est pas le fruit du pillage, la France va enlever tout ce tort-là. Et aujourd'hui, quand certains pays de l'AES, quand certains pays comme le Burkina, le Mali, disent qu'ils veulent contrôler aujourd'hui leurs richesses, la France commence à agiter quelques pays voisins là, pour dire non, c'est des incompétents, c'est un gouvernement de pushistes, ce sont des militaires, ils ont fait un coup d'État, ils ne sont pas légitimes, tout. Mais le problème de la France est où? À partir du moment où les Maliens sont heureux, à partir du moment où les Burkinabés sont heureux, à partir du moment où les Nigériens sont heureux, moi, l'Ivoirien, j'ai quoi à foutre dans une affaire intérieure du Burkina ou du Mali? C'est le jour où les Maliens diront que non, on ne veut plus de ce régime, que nous, en tant que panafricanistes, on pourra soutenir. Mais les gens sont heureux avec leurs militaires. Vous venez dire que oui, ce sont des militaires pour eux. Est-ce que nous-mêmes nous avons demandé si nous sommes heureux avec nos civils qui sont au pouvoir? Ils n'ont pas nous poser la question. Ils n'ont pas posé la question aux Béninois de savoir s'ils sont heureux avec Patrice Talon au pouvoir. Ils vont entendre la réponse que les Béninois vont leur donner. Ils n'ont pas demandé aux Ivoiriens, ils n'ont pas fait un sondage, demandé aux Ivoiriens de façon objective. Est-ce que la gouvernance du régime actuel là vous est favorable? Ils vont entendre les réponses que les Ivoiriens vont donner. Donc laissez les militaires. Ce que vous n'avez pas pu faire, si les militaires viennent faire, pas de problème à vous. Vous dites que vous n'êtes pas courageux pour dire à la France que vous voulez contrôler vos richesses. Mais si les militaires sont courageux, laissez-les, ils vont faire le travail. On a vu ce que Kadhafi a fait en Libye. On a vu ce que Jerry Rawlings il a fait au Ghana. On a vu ce que Thomas Sankara, avant d'être assassiné, avait commencé à faire au Burkina. Mais ce ne sont pas des civils, ce sont des militaires. Mais est-ce que pour diriger un pays là, on a besoin d'être un civil? On n'a pas forcément besoin d'être un civil. Eux-mêmes qui nous ont menti avec des diplômes qu'ils ont obtenus dans les universités européennes, qu'est-ce qu'ils ont fait pour l'Afrique? Ils n'ont rien fait. Ils sont tous docteurs. Parce qu'on ne sait pas si c'est ça qui est à la mode. Bon. Alpha Condé, docteur, il est venu en Guinée, il n'a rien fait. Nous, on a visité la Guinée. C'est le militaire Mamadi Doumbia. On peut tout dire de lui. On peut dire ce qu'on veut. C'est vrai qu'il est proche de l'Occident, tout et tout. Mais allez voir le visage de la Guinée aujourd'hui. Allez voir le visage de la Guinée. Donc, pour continuer, je vais aborder les facteurs politiques et idéologiques. L'expansion coloniale se fonde sur le nationalisme qui permet d'exalter l'orgueil national, la puissance et le prestige de l'État. Donc, dans le domaine politique et diplomatique, l'ensemble des grandes puissances occidentales, Royaume-Uni, France, Russie, Autriche, Italie, Allemagne, formaient une sorte de directoire qui veillait à l'équilibre général des forces en Europe, ce qu'on appelait le Conseil européen. Et ce Conseil avait un principe, c'est qu'il devait faire respecter l'équilibre. C'est-à-dire, si la France a sous sa tutelle 2 États, il faut que le Royaume-Uni aussi ait 2 États sous sa tutelle, nourris dans la Méditerranée. Mais les Blancs viennent ici. Si on pouvait échanger même les États là, les Blancs allaient nous laisser l'Europe et puis ils allaient venir en Afrique. Toutes ces campagnes d'extermination qui mènent par des vaccins et autres, vous pensez que c'est pourquoi? C'est parce qu'ils veulent développer l'Afrique. Et certains peuvent le dire aisément qu'ils veulent d'une Afrique sans les Africains. Mais ça, c'est la vérité.
c'est la vérité. Sinon, les gars ne nous aiment pas. Tous les vaccins Covid, tout on envoie, on dit non, je veux que les Africains soient en bonne. C'est faux. Quelqu'un qui a tué tes parents, il ne peut pas t'envoyer le vaccin pour que tu sois en bonne santé. C'est pas possible. Et deuxième aspect, je vais aborder la politique qui a été entamée par l'administrateur colonial anglophone, qui lui était le théoricien de la manière forte, parce qu'il avait servi dans plusieurs protectorats français, notamment au Vietnam, en Chine et en côte française. Donc, anglophone était aussi le gouverneur général de l'Afrique équatoriale française. Nous devons être unis, quelles que soient nos divergences, qu'ils soient d'ordre idéologique, qu'ils soient d'ordre religieux ou spirituel. De toutes les façons, tous les Africains ne deviendront pas qu'aimer aujourd'hui. Parce qu'il a fallu un certain nombre de siècles, pratiquement 4 siècles, pour arracher nos parents à leur religion, à leur spiritualité. Donc ce n'est pas en un demi-siècle qu'on va réussir cette mission-là. Mais nous appelons tous les Africains à retourner à leur ancestralité. Ce n'est pas la sorcellerie. Le blanc appelait ça la sorcellerie parce qu'il n'arrivait pas à expliquer. Tout ce qui lui échappait était pratiquement de l'ordre du surnaturel. Donc, c'est pour ça que nos rites, nos traditions, notre spiritualité, le blanc appelait la sorcellerie parce qu'il ne comprenait pas. Il n'avait pas la dimension pour comprendre ce que nos parents déjà comprenaient à l'époque. Donc, retournons à nos us et coutumes, retournons à notre ancestralité, retournons à notre spiritualité et faisons tout pour que, main dans la main, nous arrivons à nous défaire du joug colonial pour qu'ensemble nous bâtissions une Afrique libre, une Afrique unie et une Afrique prospère. Je vous remercie. Bonsoir à tous. Je suis Maître Élu de l'AFP. Je vais parler juste un peu, voilà, et je vais partir par une citation du professeur Cheikh Anta Diop. Il disait comme ça que le mal que l'occupant nous a fait n'est pas encore guéri. Et voilà le fond du problème. Et il nous disait aussi comme ça que le salut de l'Afrique, c'est par la connaissance directe de notre histoire, par l'égyptologie. Et il disait comme ça, information égale la vérité triomphe. Juste pour nous inviter à connaître notre histoire. Parce que si nous ne connaissons pas notre histoire, nous n'arriverons jamais à savoir ce que nous voulons. Et moi, je disais aux frères que j'ai écrit un livre que j'ai intitulé Solutions d'Afrique, même si elle n'a pas encore paru. Voilà, mais bientôt elle va paraître. Je propose des solutions à l'Afrique. Parce que aujourd'hui, l'Afrique a besoin de solutions. Après avoir longuement réfléchi, je pense que les professeurs Cheikh Anta Diop, Kalala Omotoundé, Théophile Obenga et tous ces grands leaders africains-là ont déjà tracé tous les sillons. C'est à nous de s'asseoir, de réfléchir avec ce qu'ils ont déjà dit et d'adapter ça à nos réalités actuelles. Je pense qu'à partir de là, on pourra véritablement apporter un plus. Parce qu'ils ont déjà tout fait. C'est à nous d'adapter ça à nos réalités actuelles. L'Afrique a besoin d'un changement. Et l'Afrique a besoin de nouvelles perspectives. C'est pourquoi j'ai proposé une solution d'Afrique. Je vous remercie. Je suis Jiria Ouandedou. Digne fils ivoirien, digne africain. Le thème, à savoir colonisation, justice pour les Africains et les personnes d'ascendance africaine par la réparation, ce thème qui nous rassemble aujourd'hui, ou plutôt qui nous a rassemblés, puisque nous sommes pratiquement à la fin, doit nous interpeller et nous faire comprendre que, bien que notre combat est générationnel, la lutte est civilisationnelle. Voyez-vous, nous luttons pour rehausser l'image de nos ancêtres et permettre à notre descendance
d'avoir un meilleur avenir. Chacun d'entre nous ici a été jeune enfant avant d'atteindre l'âge de la maturité. Et chacun de nous dans l'enfance avait un rêve. Je vais vous donner le mien. À mon tout jeune âge, marchons dans les pas de nos prédécesseurs. Je parle ici de Cheikh Anta Diop, je parle de Sékou Béli, je parle de Soumaoro Kanté, je parle de tous ceux qui sont morts, qui se sont sacrifiés pour la libération, pour la liberté de l'Afrique. Nous devons lutter pour atteindre notre liberté effective. Je vais chuter par les mots de Thomas Sankara qui disait « L'esclave qui n'assume pas sa révolte ne mérite pas qu'on s'applique sur son sort. » Vous connaissez, vous êtes en train de réciter, mais retenez que seule la lutte libère. Merci pour votre attention. Je suis le frère Serre de Kama d'Africa City, la Centre Camille de Côte d'Ivoire. Nous avons connu des milliers d'années de domination. Et ce n'est pas un coup de bâton magique que nous allons être libérés. Ce combat demande beaucoup de courage et de solidarité surtout. Tant que nous serons divisés, ce sera très difficile pour nous d'atteindre notre objectif. Pour la mémoire de nos ancêtres qui sont battus, qui sont morts pour la plupart pour nous tous. Je salue les frères et j'encourage encore cette initiative.